En France et en Espagne, les incendies marquent le pas. Pedro Sanchez estime voir le bout du tunnel et le méga-feu qui ravage la Gironde est stabilisé. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche mardi, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont évoqué la possibilité pour Kiev de produire des missiles américains patriotes. Premier signe d'espoir face au feu en Espagne où le ministère de l'Intérieur a levé l'ordre d'évacuation pour 13 communes autour des régions de Madrid et de Castille et Léon. Le Premier ministre Pedro Sánchez estime que le pays peut voir la lumière au bout du tunnel. Hemos compartido el reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que luchan contra el fuego en primera línea en horas muy difíciles, muy críticas, pero que efectivamente gracias a ellos estamos cambiando las tornas y por tanto podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones y efectivamente en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan. Les autorités espagnoles s'inquiètent tout particulièrement de la nouvelle vague de chaleur qui va s'installer et durer jusqu'à au moins dimanche. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, l'incendie géant qui ravage la Gironde marque le pas. Malgré les nombreuses reprises de feu, les pompiers français disent l'incendie stabilisé, mais s'inquiètent eux aussi du nouveau pic de chaleur annoncé. En Europe occidentale, 2/3 des enfants ont fait face à des chaleurs extrêmes au cours du premier semestre 2026. Le chiffre est révélé dans le rapport de l'Organisation de défense des droits de l'enfant Save the Children. C'est 3 fois plus que dans les 12 mois de 2025. En Allemagne, le nombre d'enfants exposés à une chaleur extrême au cours des 6 premiers mois de l'année a dépassé celui des 5 dernières années réunies. Entre janvier et juin 2026, 10 millions d'enfants britanniques ont été exposés à des chaleurs extrêmes et c'est davantage que le total enregistré au cours de n'importe quelle année depuis 1996. La croissance des enfants les rend plus vulnérables à la chaleur, leur capacité à réguler leur température corporelle est moindre que celle d'un adulte. Les enfants courent un risque plus élevé de traverser des périodes de déséquilibre en sels minéraux, de fièvre ou d'attraper des maladies respiratoires ou rénales. Une rencontre à huis clos, mais à en croire leurs sourires et leurs déclarations, tout se serait bien passé mardi lors de l'entretien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Les relations entre les deux hommes sont notoirement tendues, mais ils ont discuté pendant près d'une heure de moyens pour aider les capacités de défense de l'Ukraine, et notamment de licences pour permettre à Kiev de produire des missiles intercepteurs américains patriotes. Today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses, and then I had meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Volodymyr Zelensky s'est également rendu au Congrès, où il a rencontré les sénateurs qui ont voté un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Un projet de loi qui vise le gaz et le pétrole russe, avec notamment des droits de douane sur les pays importateurs. The bill that we've been working on has bipartisan support, as you saw, large bipartisan support. The president helped. We worked with the president on it. Cette rencontre intervient alors que l'issue de cette guerre est plus que jamais incertaine. La Russie et l'Ukraine intensifient leurs frappes et les négociations de paix sont au point mort après plus de 4 ans de conflit. Donald Trump optimiste sur les chances d'aboutir à un accord avec Téhéran, alors que de son côté l'Iran estime que ce n'est pas aux États-Unis de décider de la guerre et de la paix. L'accalmie se poursuit depuis la nuit de vendredi à samedi dernier et l'espoir se renforce d'une issue diplomatique. Le Qatar et le Pakistan conduisent la médiation pour relancer l'accord provisoire du 17 juin. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, l'Iran compte se défendre aussi longtemps que nécessaire. Le diplomate confirme la poursuite des échanges avec les États-Unis, même si, selon lui, les frappes américaines ont brisé les conditions nécessaires pour la tenue de négociations constructives. De son côté, Donald Trump assure que la pression militaire a contraint l'Iran à négocier.
En cas d'échec des négociations, le président américain menace de relancer les bombardements. Le transit par le détroit d'Ormuz reste le principal point d'achoppement des négociations. Les États-Unis, les États du Golfe et l'essentiel de la communauté internationale rejettent la volonté de l'Iran de régenter le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Selon Téhéran, Washington n'est pas impliqué dans les récentes discussions avec Oman sur l'administration du détroit d'Ormuz. Pour l'heure, l'Iran continue de verrouiller le passage par lequel transitaient 20% du pétrole et du GNL mondial avant la guerre. Les États-Unis ont lancé ce lundi une réévaluation de leur présence militaire en Europe, donnant ainsi suite aux annonces faites par Donald Trump il y a plusieurs mois, qui avaient alors étrillé plusieurs de ses alliés européens. Le président américain a déclaré que cette mesure n'était pas liée à des désaccords avec les dirigeants du vieux continent, mais qu'il s'agissait plutôt d'une initiative visant à garantir que l'Europe aille de l'avant et assume la responsabilité principale de sa défense. L'issue de cet examen sera une accélération de la transition de l'OTAN vers une alliance plus forte, plus équitable et plus durable, a assuré le sous-secrétaire américain à la Défense, Elbridge Colby. Cette initiative intervient un mois après que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé à ses alliés de l'OTAN l'intention de Washington de retirer des troupes. On ignore encore où les États-Unis maintiendront une présence militaire et où les réductions auront lieu, Pete Hegseth ayant vaguement indiqué à l'époque que, je cite, « certains pays échoueront et d'autres réussiront haut la main ». L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, dont les dirigeants ont tous eu des désaccords avec Donald Trump, font partie des pays où les États-Unis ont annoncé leur intention de réduire leur présence. Cette révision, dont la durée n'a pas été précisée, pourrait déboucher sur de nouvelles réductions, alors que l'administration Trump continue d'adopter une position critique à l'égard de ses alliés européens. La souveraineté énergétique de l'Union européenne passe par les énergies renouvelables. C'est ce que plaide le rapport de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis. L'IEEFA est l'acronyme de cette ONG basée aux États-Unis, dont la spécialité est l'étude des marchés de l'énergie. Selon leurs analyses, le développement de l'éolien, du solaire et des pompes à chaleur a permis à l'UE en 2024 de réduire des 2/3 les importations de GNL en provenance du Qatar. L'ONG estime que l'UE pourrait encore réduire d'1/4 ses importations de gaz d'ici 2030. Pour atteindre l'objectif, l'Union européenne devrait installer chaque année 4 millions de pompes à chaleur, une soixantaine de grands parcs solaires et entre 5 et 6 000 éoliennes modernes. Dans son rapport, l'ONG note comme l'UE a remplacé les importations de gaz russe par du GNL américain et qatari. Les analystes y voient le déplacement d'une dépendance pour une autre. En 2025, les énergies propres ne représentaient que 26% de la consommation énergétique de l'UE, soit un volume largement inférieur à l'objectif de 42,4% fixé pour 2030. Les conclusions du rapport relèvent aussi le risque inhérent d'une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine, la superpuissance montante en matière de panneaux solaires et de batteries lithium. À partir de dimanche, le règlement européen sur l'intelligence artificielle entre en vigueur. Tout contenu en ligne généré ou manipulé par l'IA devra s'accompagner d'une icône ou d'un label pour aider le public à le repérer et à distinguer le vrai du faux. La loi a été adoptée il y a 2 ans avec pour objectif de mettre en place des obligations de transparence. Quand un dispositif d'interaction avec le public utilise l'IA, comme c'est le cas avec les robots conversationnels, mention devra être faite de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les fournisseurs de systèmes d'IA devront intégrer dans leur programme des marques numériques pour faciliter leur repérage. De manière générale, les organisations qui publient des contenus générés par l'IA devront obligatoirement l'indiquer. Les contrevenants sont passibles d'amende, mais l'UE donne au système d'IA jusqu'au 2 décembre pour s'adapter. Plusieurs grandes plateformes ont anticipé l'entrée en vigueur du nouveau règlement et mis en place leur propre label. C'est le cas pour TikTok, Instagram et Facebook qui signalent l'usage de l'intelligence artificielle. De son côté, Google a signé le code de conduite européen sur la transparence de l'IA. Keiko Fujimori est désormais la nouvelle présidente du Pérou. La dirigeante du parti Fuerza Popular entame un mandat de 5 ans, devenant ainsi la première femme à diriger le pays.
Son ascension au pouvoir vise à mettre fin à une décennie marquée par l'instabilité politique, durant laquelle le Pérou a connu 9 changements de présidence. Keiko Fujimori a prononcé son premier discours en tant que présidente devant le Congrès. Elle y a annoncé ses premières mesures concernant la sécurité, l'économie et une réponse au phénomène El Niño, en plus de présenter officiellement son nouveau gouvernement. La nouvelle présidente prend ses fonctions après s'être imposée de justesse au second tour des élections. Elle ramène le Fujimorisme au pouvoir près de 26 ans après le départ de son père, Alberto Fujimori. L'ancien président avait démissionné par fax du Japon suite à la révélation d'un scandale de corruption majeur. La cérémonie d'investiture à Lima a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que le roi Felipe VI d'Espagne. C'est un pas supplémentaire pour faire de X une plateforme à tout faire, comme le souhaite son principal actionnaire Elon Musk. Ce lundi, le réseau social a lancé un nouveau service bancaire et financier pour tous ses abonnés Premium et Premium Plus aux États-Unis. Baptisé X-Money, celui-ci permet de payer, d'effectuer des transferts d'argent et des virements, mais aussi de disposer d'un compte de dépôt rémunéré pouvant aller jusqu'à 6% et d'une carte de retrait à la fois digitale et physique. Le service s'appuie sur des fonctionnalités testées en juin dernier permettant aux clients de détenir des dépôts auprès de Cross River Bank avec une assurance pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Avec près de 600 millions d'utilisateurs mensuels, Elon Musk ambitionne de faire du réseau social X l'équivalent américain du chinois WeChat du groupe Tencent. Une plateforme qui combinerait messagerie, opérations financières, mais également des commandes ou des réservations en ligne.